Cette analyse vous est proposée par le SASD, le syndicat autonome de la solidarité et de la défense. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un moment crucial et souvent sous-estimé de la vie d'un contrat de travail, l'entretien de rupture conventionnelle. Ça a l'air d'une simple discussion, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez voir que derrière cette façade se cache une réalité juridique bien plus complexe et un terrain de jeu souvent très inégal. On nous vend souvent la rupture conventionnelle comme ça. Une séparation à l'amiable, une simple formalité pour se dire au revoir. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Quand on creuse un peu, quand on regarde les textes de loi et les décisions de justice, l'image d'Épinal se fissure très vite. Voilà, tout est là dans cette phrase. C'est le principe de base qui devrait tout guider. Le consentement doit être libre et éclairé. C'est la clé de voûte de tout le système. Gardez bien cette idée en tête, parce qu'on va voir ensemble à quel point toute la procédure semble parfois organisée pour mettre à mal ce principe fondamental. Alors, justement, parlons-en de ce consentement. La première chose qu'il menace, c'est cette idée, cette illusion d'un simple accord à l'amiable, parce que derrière cette image se cache en réalité une procédure au contour incroyablement flou. Bon, sur le papier, la définition est simple. C'est un accord pour mettre fin au contrat, et cet accord doit être discuté pendant au moins un entretien. C'est ce mot « entretien » qui est vraiment au cœur de tout le problème. Et c'est là que le bât blesse. Pour un licenciement, la procédure est hyper stricte, tout est cadré, millimétré. Mais pour la rupture conventionnelle, la loi reste quasi muette sur le déroulement de ces entretiens. Et ce silence, ce n'est pas anodin du tout. Ça crée un vide juridique, et ce vide, il ne profite que très rarement aux salariés. On va s'intéresser maintenant à la convocation. Comment est-ce qu'on est invité à cette négociation? On va voir que dès le départ, les garanties pour le salarié sont quasi inexistantes. Regardez bien cette liste. C'est quand même hallucinant. La loi n'en pose rien de tout ça. Pas de convocation écrite obligatoire, pas de délai minimum pour se préparer, même pas l'obligation de se voir dans l'entreprise. L'employeur a une liberté quasi totale, ce qui, d'entrée de jeu, met le salarié dans une position de fragilité extrême. Et non, ce n'est pas une blague, c'est un extrait d'une vraie décision de justice. Un entretien pour mettre fin à des années de carrière peut donc légalement se tenir au comptoir d'un bar. Ça vous donne une idée du niveau de protection offert par la loi. C'est dire si le cadre est laxiste. Et un autre exemple, juste pour la route. Un employeur convoque à l'oral, puis envoie une lettre antidatée pour faire comme si tout était en règle. Et la justice, elle valide. Ça montre bien une chose, pour les tribunaux, la forme importe peu. L'essentiel, c'est d'avoir la signature en bas de la page. Cette chronologie, elle est terrible. Imaginez la situation. On vous appelle un samedi pour un entretien le lundi. Le week-end, tout est fermé. Impossible de contacter l'inspection du travail, impossible de trouver un conseiller. Résultat, le droit d'être assisté, qui existe sur le papier, est complètement vidé de sa substance. C'est une manœuvre redoutable. Et pourtant, ce droit à l'assistance, c'est la protection principale du salarié. Mais là encore, on va voir que ce droit est plein de subtilités et de limites. Alors, ce tableau montre les options de chacun. On pourrait croire que c'est équilibré, mais pas du tout. Surtout dans les petites boîtes. L'employeur, lui, peut venir avec un membre de son syndicat patronal ou même un autre patron, bref, des gens dont c'est le métier de négocier. Le salarié, de son côté, se retrouve souvent avec un collègue, aussi bienveillant soit-il. L'équilibre est rompu. Ça, c'est un point de procédure capital, une règle d'or à connaître absolument. C'est une sorte de règle de rééquilibrage. Si le salarié décide de venir seul, l'employeur doit être seul aussi. C'est un levier important pour ne pas se retrouver en infériorité numérique face à une direction venue en force. C'est la question que tout le monde se pose. Ça paraîtrait logique, non? Pour un acte aussi important, qui a des conséquences juridiques et financières énormes, on se dit qu'un avocat serait le bienvenu. Eh bien, la réponse est un non catégorique. Le législateur a voulu que ça reste une discussion entre les acteurs de l'entreprise, pas un combat d'avocats. L'intention est peut-être louable, mais dans les faits, ça laisse le salarié encore plus seul face à un employeur qui, lui, a souvent été briefé par ses propres avocats. Et là, c'est le coup de grâce. Attention, c'est subtil mais dévastateur. Si l'employeur oublie de vous dire que vous avez le droit d'être assisté, la rupture n'est pas annulée automatiquement. Non, c'est au salarié de prouver que cet oubli a faussé sa décision. On inverse la charge de la preuve. Et prouver ça concrètement, c'est une mission quasi impossible. On en revient donc à notre point de départ. Avec tout ce flou, toutes ces failles, est-ce que le fameux consentement libre et éclairé est une réalité ? Ou est-ce que c'est juste une belle phrase sur le papier, une sorte de fiction juridique? C'est peut-être la diapo la plus importante et la plus révoltante. L'employeur n'a aucune obligation légale de donner ces informations qui sont pourtant vitales. Comment peut-on parler de consentement éclairé si on ne connaît pas le montant net qu'on va toucher, les droits au chômage ou le délai pour se retourner? C'est un déséquilibre d'informations qui est total et légal.
Et pour bien enfoncer le clou, la Cour de cassation nous le confirme. Même quand l'employeur ne respecte pas une recommandation aussi basique que d'informer sur les contacts avec Pôle emploi, les juges estiment que ça ne suffit pas à annuler la rupture. Une fois de plus, on voit que la protection du salarié s'effrite complètement face à la réalité du terrain judiciaire. Bon, le constat est assez sombre, on est d'accord. Face à tout ça, que faire? Est-ce qu'on est condamné à subir? Non, évidemment. Des solutions existent. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le système est ambigu et que tout le risque pèse sur les épaules du salarié. Seul, isolé, il est quasiment impossible de faire valoir ses droits face à un employeur qui, lui, connaît parfaitement les règles du jeu et surtout leurs failles. La question finale est donc posée. Comment est-ce qu'on peut rééquilibrer la balance? Comment transformer cette procédure si inégale en une véritable négociation d'égal à égal? La réponse, elle est simple et elle est logique. Face à un employeur qui est, par définition, une force organisée, un salarié seul sera toujours en position de faiblesse. L'unique moyen de rétablir l'équilibre, c'est la force du collectif. Avoir l'information, le bon conseil, le soutien, pour que le droit du travail ne soit pas juste un concept abstrait, mais une réalité qui protège, il faut se donner les moyens de le faire appliquer. Et ça se fait ensemble.